syrianisation réelle, pas uniquement en termes symboliques, mais en termes pratiques, concrets, physiques, puisque les forces qui soutiennent le gouvernement d'entente nationale du président Sarraj sont des forces organisées par les Turcs autour des milices de la région ouest de la Libye et fournies en proxy ou en élément de combat par les Turcs avec des personnes de la zone, des combattants de la zone d'Idlib, transportés par avion pour combattre en Libye. Je pense que tout le monde le sait bien, hein, mais c'est quand même spectaculaire. Et en riposte, mais de manière postérieure et moins significative, en soutien de l'armée nationale libyenne, des éléments des groupes parallèles dits Force Wagner, qui sont aussi des combattants syriens, mais pas du même bord, et qui sont fournis indirectement par les autorités syriennes officielles et par les Russes. Donc syrianisation, mais il n'y aura pas de victoire militaire en Libye. Ce n'est pas envisageable, mais en même temps, il y a la nécessité pour l'Union européenne de prendre conscience que cette syrianisation va aboutir au fait que la maîtrise de cette partie de la nord de l'Afrique sera assurée par des acteurs qui ne sont pas automatiquement dans les mêmes normes de sécurité et qui n'ont pas les mêmes normes d'intérêt que nous. Et cette situation réduit considérablement nos marges de manœuvre stratégiques. Quand je dis nous, c'est pas que la France, c'est aussi pour l'Europe. Il y a là des menaces sur notre sécurité et notre souveraineté, menaces de flux migratoires incontrôlés et organisés par des passeurs non maîtrisables, d'une part, menaces terroristes d'autre part, et puis menaces d'une manière générale de sécurité sur l'ensemble de la zone. Donc ce n'est pas acceptable. Le seul point de relative satisfaction, c'est que aujourd'hui, les hostilités sont à peu près stabilisées dans la zone de Sirte et de Joufra. Sirte ayant une valeur symbolique puisque c'est l'ancienne ville de Kadhafi, mais donc de part et d'autre rien ne bouge et tout le monde se regarde. Il faudrait pouvoir utiliser cette situation de statu quo de fait pour le transformer en processus de trêve puis de cessez-le-feu, puisqu'il y a peut-être là l'opportunité d'un compromis. Et sur cette partie-là, nous travaillons ensemble avec mon collègue allemand et mon collègue italien pour essayer de faire comprendre aux uns et aux autres, nous parlons le même langage tous les trois aux uns et aux autres, pour leur dire qu'il est urgent de se mettre d'accord pour stabiliser le front Sirte-Joufra, de valider la trêve et de commencer à travailler sur les éléments d'un cessez-le-feu. La deuxième priorité, c'est d'avoir une approche européenne de fermeté autour de la mise en œuvre de l'embargo sur les armes, car c'est une condition nécessaire pour mettre fin à toutes les ingérences. Nous devons renforcer la mise en œuvre de l'embargo sur les armes, notamment à travers l'opération européenne Irini, et nous sommes en train de discuter de propositions pour permettre de renforcer cette mission, parce que si on décide à Berlin de faire un embargo sur les armes et que concrètement il ne se passe rien, ce n'est pas c'est une question de crédibilité. La prise de conscience du risque d'effondrement est très nettement insuffisante de la part de l'ensemble des partenaires politiques libanais, et que, là je peux rendre ça public, puisqu'il y avait eu des discussions sur la base du programme de travail proposé par le Premier ministre Diab pour toute une série de réformes, en particulier sur la banque centrale libanaise, sur la réforme du système électrique, sur les questions aussi liées à la gestion des déchets, sur les questions liées à la gouvernance. Tout ça était dans le discours du Premier ministre Diab tout à fait positif. À partir de là, après beaucoup d'hésitations de la part de l'autorité libanaise, une discussion avait eu lieu avec le FMI. Et ces discussions avec le FMI, il y a eu plusieurs réunions, je ne sais combien, mais beaucoup, avec les autorités du FMI, et les discussions viennent de se rompre avec le FMI.
Donc tout ça est vraiment très préoccupant et la communauté internationale s'était tout à fait accordée pour mobiliser un soutien financier significatif à l'égard du Liban, à condition que les réformes soient engagées. Et quand je dis la communauté internationale, je parle en même temps de la partie arabe de la communauté internationale qui était présente à Paris. Et les autorités libanaises connaissent bien cela. Mais aujourd'hui, ça ne se met pas en place. On voit bien poindre des manifestations qui ont eu lieu à l'automne et qui ont abouti d'ailleurs au départ du Premier ministre Hariri à un moment donné. Ces manifestations de l'automne étaient des manifestations à peu près unanimes et sur base plutôt sociale que confessionnelle. Là, maintenant, c'est en train de redevenir des confrontations confessionnelles avec des risques majeurs de dérive qui sont extrêmement préoccupants. Donc, plus les autorités libanaises vont vite pour mettre en œuvre les premières mesures d'action de réorganisation de nouveau modèle économique libanais, mieux tout le monde se portera et j'espère qu'elles seront au rendez-vous. Essentiel sur les écoles, je sais que ça intéresse beaucoup le Sénat. Il y a deux dispositifs qui vont être mis en place et que je vais aller moi-même mettre en place quand je vais me déplacer. Il y a un dispositif de soutien aux écoles homologuées. Il y en a 50 au Liban, 50, qui sont donc liées d'une manière ou d'une autre à la UFE. Celles-là bénéficieront du dispositif financier que nous avons mis en place dans le cadre de la LFR 3. Il y aura un accord passé avec ces communautés, avec ces écoles. Et puis il y a un deuxième dispositif pour les écoles non homologuées, mais en raison de l'importance de la présence de ces écoles chrétiennes sur le Moyen-Orient globalement et pas uniquement sur le Liban. Et là, nous avons un dispositif spécifique, ce qu'on appelle dans notre vocabulaire le fonds Personnaz, du nom du rapporteur sur ce dossier, et qui devrait permettre d'aider dès l'été qui vient certaines écoles chrétiennes non homologuées, mais sous la forme d'un soutien en raison du rôle d'influence que ces écoles ont pour la communauté française au Liban. Sur l'Iran, je suis très préoccupé du détricotage progressif par l'Iran du JCPOA, en réponse à la sortie américaine de l'accord de Vienne en mai 2018, et ça accroît le risque d'un affaiblissement de cet accord et le risque de prolifération nucléaire. Toutes les mesures qui ont été prises par l'Iran depuis un an nous rapprochent d'une situation de crise de prolifération contre laquelle précisément le JCPOA avait vocation à nous prémunir, ce qui signifie concrètement que le délai de breakout, ce temps-là, se réduit de plus en plus. Et donc c'est très inquiétant. Et dans cette perspective, nous formons un front uni avec le Royaume-Uni et l'Allemagne. Et nous avons dit dans une déclaration commune il y a quelques jours que nous conservions l'objectif de préserver le JCPOA, mais que nous souhaitions vraiment que l'Iran revienne au respect de ses obligations, parce que c'est la seule sécurité que nous ayons pour éviter la prolifération nucléaire. Nous sommes dans une situation où l'Irak doit faire face à des défis simultanés. Il y a une crise sanitaire avec l'épidémie qui connaît une recrudescence dans ce pays depuis plusieurs semaines. Il y a une crise économique avec l'effondrement du prix du pétrole. Il y a une crise sécuritaire parce que les tensions entre les États-Unis et l'Iran font courir à l'Irak un risque d'escalade par instrumentalisation d'un certain nombre d'acteurs sur le pays. Et puis il y a une crise interne qui, après des mois de manifestations, qui ont conduit à la démission du gouvernement précédent. Cette crise politique interne se poursuit. Et parallèlement à cela, vous avez la montée de Daesh, qui, même si Daesh a été éliminé de sa partie territoriale, de son insertion territoriale dans le paysage syrien et irakien, il n'empêche qu'il y a un Daesh clandestin qui commence à montrer des signes de résurgence. Donc ce groupe terroriste n'est pas abstrait, il est toujours en activité, il peut regagner du terrain dans cette crise économique latente et permanente que nous constatons. Il y a un nouveau gouvernement de M. Kazimi qui a été formé le mois de mai, et nous sommes tout à fait désireux d'accompagner les autorités irakiennes dans les réformes nécessaires pour répondre à la crise multiple que connaît ce pays. C'est pour nous un souci majeur.
parce que la France peut jouer un rôle très important en Irak. Nous avons la confiance des autorités irakiennes. Le sujet fondamental pour l'Irak, c'est de faire en sorte que la lutte contre Daesh puisse se poursuivre, que le redressement du pays puisse se poursuivre sans qu'il soit coincé par un affrontement entre l'Iran et les États-Unis. Mais notre rôle dans ce domaine est tout à fait essentiel et nous avons avec les autorités irakiennes des relations de grande confiance sur ces objectifs-là. Préserver la souveraineté de l'Irak, c'est essentiel, qu'elle ne soit soumise à aucune manipulation pour dans une dynamique inclusive, puisque vous savez qu'en Irak, il y a aussi une partie chiite, une partie sunnite, une partie chrétienne, une partie kurde. Il importe que tout le monde se retrouve dans une partie irakienne, que la souveraineté irakienne s'impose à tous.